gotta find my way, the Lord. Alors nous avons énormément beaucoup de questions pour notre invité de ce matin. Je rappelle que nous avons en plateau le docteur Ababacar Mbaye qui est le directeur général de l'ONAS, l'hivernage qui s'annonce bien évidemment à Dakar. On le sait avec son lot de désagréments, qui parle de pluie, parle également d'inondations et l'ONAS a un rôle important à jouer dans la prévention et la gestion des inondations. L'année dernière, il y a eu des situations dramatiques dans certains quartiers. Le chef de l'État s'est même déplacé pour constater de visu lui-même les difficultés que rencontraient les populations, à Kermassar par exemple. Alors qu'est-ce qui a été fait depuis que vous êtes à la tête de l'ONAS? Je rappelle que c'est depuis le 9 janvier 2021 pour éviter que pareille situation ne se reproduise cette année. Alors merci Sarah donc, pour cette opportunité que vous nous donnez à s'exprimer tout simplement par rapport à cette problématique de gestion des inondations. Parce qu'il dit inondation, dit évidemment la gestion des eaux pluviales. Donc en réalité, l'ONAS, évidemment dans sa mission principale donc, de gestion des ouvrages de drainage des eaux usées, mais aussi des eaux pluviales, donc chaque année, évidemment, fait des opérations pré-hivernage. Donc pour essayer tout simplement d'entretenir les ouvrages de façon globale, pour permettre le bon fonctionnement de ces derniers-là. Alors il faut se dire comme quoi que ce qui a été fait, c'est important parce que nous sommes partis d'abord de l'état des lieux, hein, de façon globale au niveau régional. Au niveau régional et au niveau de Dakar, au niveau national, comme je veux dire. À Dakar, on a vu qu'en réalité, il y avait beaucoup de contraintes par rapport à ces ouvrages-là. Maintenant, la réalisation tout simplement de ces opérations pré-hivernales nécessitait en fait des moyens. Et heureusement, le chef de l'État évidemment a mis des moyens donc pour permettre tout simplement à entretenir ces ouvrages-là. Mais je dis, les moyens ne suffisent jamais, mais par rapport à notre budget, on a essayé tout simplement de voir comment, sur les 200 km linéaires donc, que nous avons au niveau de Dakar, au moins curer plus la moitié par rapport au budget que nous avons. Mais si on prend évidemment le niveau national, nous avons 315 à peu près kilomètres linéaires à curer. Mais en dehors du curage, nous avons aussi la gestion tout simplement donc, de ces installations électromécaniques, donc, qui en réalité permettent au niveau de ces bas-fonds de pouvoir en quelque sorte drainer ces eaux-là, permettre de drainer ces eaux au niveau des exutoires. Il faut se dire qu'au niveau de Dakar, nous avons en fait donc, le projet de Kermassar, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, avec Progep, où le chef-là a mis évidemment un montant important pour essayer tout simplement de préserver ces inondations au niveau de Kermassar. Mais on ne laisse pas à ce niveau-là, au niveau aussi donc, des autres localités comme à Pikine-Est. Hein, donc nous avons un projet donc, qui est mis sur place pour pouvoir tout simplement accompagner le drainage donc, de ces eaux. Mais dans les régions, nous avons Fatick, nous avons aussi Sédhiou, nous avons aussi Kaffrine qui ont bénéficier tout simplement donc des ouvrages de drainage des eaux pluviales et nous sommes à la finalisation tout simplement donc de ces On peut donc s'attendre à un léger mieux cette année? Oui, absolument, on peut s'attendre à un léger mieux, mais toujours à chaque fois, parce qu'au niveau de Kaolack, je vous donne le cas de Kaolack, nous avons un projet important accompagné par les partenaires financiers dans le cadre de la gestion des... Mais les réalisations n'étant pas finalisées, donc il va falloir mettre des dispositions conservatoires. Hein, donc des stations de pompes, des pompes électromécaniques pour permettre tout simplement de prendre en charge tout simplement cette problématique-là. Donc voilà, je crois que par rapport aux projets qui sont en cours, même qui ne sont pas finalisés, donc à côté, nous mettons un dispositif conservatoire pour pouvoir en fait réguler cette problématique. Placer une deuxième question et ensuite je laisserai Ramatoulaye, Philo et Anta vous interroger également. Le programme décennal de lutte contre les inondations l'année dernière, on en a également beaucoup parlé. Il y a eu beaucoup de polémiques sur l'exécution justement de ce programme. Il y a eu beaucoup de retard, 38% selon les enquêtes effectuées par les parlementaires. 2012-2022, on y est, c'est dans 6 mois. C'est clair que ce programme, il va falloir réorienter et réaxer. C'est ça, je crois que pour dire qu'en fait, l'exécution de ce plan décennal de lutte contre les inondations, on est à 66% de réalisation. 66%, c'est important, mais ceci... Les objectifs ne sont pas voilà, ne sont pas atteints, c'est normal, parce qu'on ne peut pas, en fait, toujours dire que, voilà, les inondations, voilà comment ça va se passer. Parce qu'il y a toujours des pluies, en quelque sorte, avec des ruissellements, en fait, très intenses, qui pourraient peut-être en quelque sorte porter préjudice
tout simplement à la bonne gestion de ces eaux pluviales-là. Et à ce niveau-là, je crois qu'il faut se dire que les moyens qui ont été mis à notre disposition, on les a mis, mais saluer quand même la coordination au niveau tout simplement donc, de ces actions de gestion des inondations, parce qu'ONAS n'est pas seul. Donc nous avons d'autres entités connexes, comme l'Agence de développement municipal, nous avons Ageroute, nous avons APIX, nous avons aussi des municipalités qui contribuent tout simplement par rapport à cette problématique. Pour dire tout simplement, il y a une belle synergie donc, qui est là, qui nous permet tout simplement donc, de pallier à cela. Ramatoulaye. Oui, directeur, en fait, il y a quand même de plus en plus de nouvelles cités qui émergent. Au niveau de Diamniadio, vous avez pris les devants avec les VRD, mais pour les autres cités où il y a les promoteurs qui sont privés, qui bâtissent en fait des maisons, est-ce que vous avez pris les devants pour éviter qu'on ait des problèmes d'assainissement? Est-ce que ces promoteurs sont en relation avec vous pour qu'il y ait les installations de ces réseaux d'assainissement? Et quelles sont vos relations avec les collectivités territoriales également pour éviter qu'on se retrouve dans des situations où à chaque fois on est obligé de réparer des choses plutôt que de prévenir? Je crois que vous avez parfaitement raison. Donc je crois qu'il va falloir qu'on pense toujours, et que nous sommes en train de faire ça, à une planification réelle et conséquente. Nous avons un plan stratégique de développement qui, évidemment, de 2021 à 2025, en réalité, qui prend en charge la gestion des eaux usées, mais aussi la gestion des eaux pluviales. Vous savez que le système séparatif est, en réalité, de ces eaux-là, est l'idéal. Mais si on est dans des circonstances, on est obligé tout simplement d'utiliser ce qu'on appelle un réseau unitaire. Et là, je crois que ça permet de pallier à ce niveau-là. Bon, pour revenir à votre question, je crois que la relation avec les collectivités territoriales est de mise en, parce qu'en réalité, les collectivités territoriales sont des démembrements de l'État. Oui. Et ils ont un rôle important à jouer dans le cadre de la gestion des eaux pluviales. Évidemment, si vous allez au niveau du code de l'assainissement, donc ils sont aussi responsables donc de la gestion tout simplement des eaux pluviales, donc des investissements aussi, mais aussi de l'exploitation de façon globale. Et je crois que les conventions qui nous lient donc avec ces collectivités territoriales nous permettent d'aller vers vraiment une gestion rationnelle. Et maintenant, ce qu'il faut dire, les encourager davantage pour qu'ils ne puissent s'attendre à chaque fois de l'État. Mais il peut, par rapport à des coopérations décentralisées, par rapport tout simplement à leur maigre budget, qu'ils contribuent tout simplement à des activités de sensibilisation. Et dans nos protocoles-là, nous les intégrons pour que quand même les responsabilités soient de mise. Maintenant, par rapport aux promoteurs, vous avez si bien dit, je crois que Dakar est en train tout simplement d'agrandir, s'agrandir, avec tout simplement le pôle urbain de Diamniadio. En réalité aussi, nous essayons de travailler évidemment en étroite collaboration. À Dakar, comme à Diamniadio, nous venons évidemment de partager le plan directeur d'assainissement donc de Diamniadio récemment, donc pour montrer un peu qu'il y a en quelque sorte donc une ligne qui est là, tracée, pour que toute activité, tout acteur doivent évidemment se conformer à une planification qui est là, qui est de mise. Et toujours en étroite collaboration avec ONAS, qui a le rôle régalien, tout simplement de mettre en œuvre donc les projets et programmes en matière de gestion des eaux usées, mais aussi de gestion des eaux pluviales. Je voudrais qu'on revienne sur Dakar pour parler justement de certains quartiers où la pression démographique est très forte sur les ouvrages de l'ONAS. Je voudrais citer par exemple la Médina, où on constate généralement qu'il y a des égouts qui débordent. Cela est dû évidemment à cette pression démographique également. Il y a d'autres quartiers aussi. Comment arriver à combler ce déficit? Et est-ce que quelque part ce projet de tout à l'égout peut permettre de régler la question? Oui, je crois que je peux dire non. Pratiquement, vous savez qu'en fait, si on parle d'assainissement, ce n'est pas seulement donc le réseau collectif ou bien le réseau tout à l'égout. Mais nous avons aussi ce qu'on appelle l'assainissement autonome, qui en réalité peut contribuer grandement par rapport tout simplement à l'accès à l'assainissement donc adapté, amélioré. Alors, vous avez cité tout à l'heure le cas de Médina comme Rebeuss, comme Gueule Tapée, qui en réalité, nous avons un programme donc, qui est en cours de renouvellement de réseau. Parce que ce réseau-là, évidemment, date de très longtemps. Donc, évidemment, Vitus, il va falloir tout simplement, et nous avons un programme qui est en cours, donc avec donc un pourcentage de réalisation de plus de 50%. Et ça, je crois que si on le termine, ces trois quartiers-là donc, seront en charge par rapport à renouvellement du réseau. Mais nous avons aussi, en termes tout simplement donc, de renouvellement toujours du réseau, nous avons le canal Anfan. Le canal Anfan, qui est un collecteur très ancien de plus de 70 ans, qui est là, donc qui s'affaisse de façon régulière, et nous avons évidemment des empiètements donc, au niveau des HLM, etc. Et heureusement, donc, avec l'accompagnement de l'État, nous avons en fait donc, un projet qui vient de démarrer pour renouveler de façon globale
les 8 km donc, de ce collecteur-là. Et en plus, le renouvellement de 100 km réseau secondaire et tertiaire. Donc, pour dire tout simplement que nous avons un projet qui pourrait, en quelque sorte, régler ce problème-là. Et d'autres programmes aussi donc, sont en vue pour pouvoir, en fait, régler cette problématique. Anta ? Avec tout le travail abattu par l'ONAS et ses partenaires pour remédier justement à ces failles, donc aujourd'hui, quelles sont les solutions? Parce que chaque année, à chaque hivernage, on a ces mêmes inquiétudes, on a ces mêmes craintes. Qu'est-ce qu'il faut changer? Est-ce l'habitude des Sénégalais ou il y a quelque chose d'autre? Y a-t-il un problème qu'on n'arrive pas à résoudre? Oui, je crois que de façon globale, il faut se dire que, vous savez que parfois, l'assainissement paye les pots cassés. Si vous voyez en réalité l'habitation incontrôlée, l'aménagement qui parfois n'est pas respecté par les habitants. Si vous voyez dans certaines zones, surtout au niveau de la banlieue, il y a des quartiers qui sont en quelque sorte installés dans des bas-fonds, qui en réalité, c'était des zones non édificantes. Alors, ils sont installés, il n'y a pas de réseau d'assainissement. Qu'est-ce qui va se passer réellement? S'il y a des pluies, évidemment, qui sont très intenses, donc exceptionnelles, forcément, ces bas-fonds-là vont accueillir, évidemment, des eaux. Ça provoque quand même des inondations. Et là, ce qu'on peut faire, c'est de corriger. Se corriger, cela veut dire quoi? Essayer de faire en sorte qu'un projet puisse être, en quelque sorte, restructuré le milieu, mais surtout mettre en place aussi des dispositifs donc, de drainage de ces eaux-là. C'est ça qu'on peut faire en réalité. Et le programme décennal de lutte contre les inondations, c'est à ce sens-là donc le chef de l'État a mis ce programme-là pour essayer de corriger évidemment ces dysfonctionnements, accompagner tout simplement en fait ce problème que subissent évidemment ces populations qui sont déjà installées. Maintenant, il faut penser à l'avenir. Donc heureusement, il y a un plan national d'aménagement des territoires qui est là en vue. Donc il faut que l'ensemble des acteurs se fient par rapport à ça. Au niveau de l'urbanisation, au niveau tout simplement donc, de la construction, que évidemment les installations, qu'on les invite à les mettre au niveau des zones non édificantes. Donc ça pourrait créer des problèmes. Ou bien attendre qu'au niveau tout simplement donc, de lotissement des aménagements de l'urbanisation, tout ça, qu'il y ait d'abord un réseau d'assainissement qui est mis en place avant les installations de ces pays-là. Dans beaucoup de pays, je crois que c'est ça qui se passe. Oui. Mais en réalité, au Sénégal, tel n'est pas le cas. Il suffit de noter et les gens commencent à habiter. Elle a parlé de comportement aussi, excusez-moi de vous couper. Là aussi, il y a probablement beaucoup de sensibilisation à faire, non? Oui, bien sûr. Ce changement de comportement-là, ça incombe à tout le monde. Que ce soit les acteurs, les populations, les communautés, les médias, ça incombe tout le monde pour qu'on puisse, en fait, prendre les choses en main. Alors, à quoi faisons? Je crois que nous, on a essayé de faire en sorte que, parce que dans nos projets, il y a toujours évidemment des activités d'IEC et des activités tout simplement de communication, mais il y a aussi des activités notamment donc de sensibilisation en rapport avec les acteurs, avec les collectivités territoriales. Et évidemment, dans nos protocoles, nous avons mis en place des activités de sensibilisation pour des activités communes qu'on pourrait faire ensemble. Mais il y a des belles initiatives que nous encourageons. Par exemple, des associations comme Touba Tchekanam, des associations comme par exemple les associations au niveau de Wakam, qui s'organisent pour essayer de voir au niveau de leur cadre de vie comment prendre en charge, pas de façon globale, mais de façon provisoire, d'urgence, cette problématique. Et là, c'est une occasion de les accompagner, parce qu'on a la responsabilité aussi d'accompagner ces acteurs-là, oui. Parce qu'ils font évidemment de belles choses. Et les médias aussi, je crois qu'avec des communications d'action, ça aussi c'est important, des reportages qu'on montre, ça nous permettrait tout simplement de conscientiser davantage les populations sur surtout la gestion des ouvrages d'assainissement. Oui. Philo? Voilà. Moi, c'est plutôt la question concernant la baie de Han. On sait que depuis 2020, on est en train de faire de sorte que la dépollution soit une réalité dans ce périmètre. Alors, est-ce qu'on en est actuellement en matière d'avancement des travaux? Oui, au niveau du projet très important, très capital pour le chef de l'État, dépollution de la baie d'Anne, vous avez si bien dit. La baie d'Anne, malheureusement, qui était évidemment la plus belle baie, la deuxième plus belle baie du monde, qui est vraiment en quelque sorte agressée par les dirigiers domestiques, des dirigiés industriels ou usés industriels, mais aussi des déchets solides. Donc cette agression, vraiment, donc on a du mal tout simplement à le voir, même donc les compatriotes qui viennent et les autres, évidemment, pays qui viennent, nationaux qui viennent au Sénégal, ils ont du mal à voir vraiment ce problématique. Maintenant,
Au niveau de ce projet, évidemment, il y a eu beaucoup de contraintes, hein, beaucoup de difficultés dans la mise en œuvre. Le financement, heureusement, il y a des partenaires qui nous accompagnent. Ils ont cru à ça, comme par exemple l'AFD, je peux les citer, et les autres. Hein, vraiment qu'on les remercie pour cet accompagnement à l'État du Sénégal. Maintenant, en termes de réalisation, depuis, vous l'avez dit tout à l'heure, en novembre ou septembre 2020, il y a eu le démarrage des travaux à travers tout simplement ce qu'on appelle l'intersecteur, qui est le réseau primaire. Oui. Vous savez qu'en termes de réseau d'assainissement, il y a ce qu'on appelle le squelette, qui est le réseau primaire, qui doit être mis d'abord sur place. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle la station d'épuration et l'émissaire. Donc, c'est ces ouvrages-là qui doivent être installés d'abord dans un premier temps pour que ce qui reste au niveau de ces raccordements secondaires qui viennent des ménages, qui viennent des industriels, ça puisse se faire. Heureusement, nous sommes à 20% donc de pose de canalisation au niveau de certains secteurs primaires, qui en réalité, même si évidemment il y a un peu de retard au niveau de l'exécution, mais nous avons mis des dispositifs pour essayer tout simplement d'accompagner l'entreprise pour aller très vite par rapport à ça. Mais ce qui est important est qu'au niveau de ce projet, c'est un projet intégré, nous ne sommes pas seuls, ce n'est pas l'ONAS seul, mais il y a la direction de l'environnement, la direction de l'assainissement et les autres acteurs, évidemment, qui nous accompagnent dans la mise en œuvre de ce projet-là. Je rajoute 2 petites minutes, mais très rapidement, parce qu'il y a encore beaucoup d'autres questions. Ramatoulaye. Vous mettez plus l'accent sur Dakar et que les régions ou certains même quartiers de Dakar sont les oubliés de l'ONAS. Aujourd'hui, un quartier qui a besoin d'être branché à l'ONAS, qu'est-ce qu'il faut réellement que les populations fassent? Est-ce qu'il faut payer? Est-ce qu'il faut que des conditions préalables soient posées pour bénéficier de ce réseau? Très rapidement, s'il vous plaît. Je crois que c'est à 2 niveaux. Je crois que si un projet est en train d'être déroulé au niveau tout simplement d'un quartier ou bien d'une ville, en réalité, l'État subventionne donc le raccordement à hauteur de 36 000 francs. Maintenant, si on n'est pas à l'état, tout simplement, de projet, donc le ménage ou bien le concerné doit payer, évidemment, un devis qui lui est donné pour le raccordement. Et ça peut aller de 200 à 300 000 francs. Donc, vous voyez, c'est un peu cher, mais en réalité, c'est le coût. Donc, le coût qui est important. Alors, l'ensablement également, ça aussi, ça perturbe beaucoup les réseaux d'assainissement. Est-ce que finalement, ce n'est pas je ne dirais pas le gros du problème, mais c'est un aspect important de la chose. Il faut essayer, quand vous allez au Mariste par exemple, il y a du sable un peu partout. Donc finalement, ces sables se retrouvent dans les égouts. Il faut curer tout le temps. Est-ce qu'il ne faut pas penser justement à enlever tout ce sable C'est ça, bien sûr. Je crois que c'est dans l'objectif tout simplement de ce curage, hein, tout simplement que nous faisons, donc avant hivernage, pendant et après. Parce qu'en réalité, c'est l'un de nos combats aussi que nous devons aller ensemble avec les collectivités territoriales. Parce que les collectivités territoriales ont la responsabilité aussi de faire ce qu'on appelle le désensablement donc des rues. Sinon, s'il y a des rues, c'est un éternel recommencement. Et ça coûte excessivement cher le curage en réalité. Si, évidemment, le sable est à l'intérieur de ce... le plus souvent, oui, le pavage, pourquoi pas? Le pavage peut régler la question. C'est pourquoi il y a certaines localités, certaines municipalités qui, évidemment, sont mis là-dedans, hein, au niveau de ce pavage-là. Maintenant, si on essaie de généraliser ce pavage-là, tant mieux pour ONAS. Bon, parfois, je crois que ça va permettre tout simplement à nos ouvrages d'être préservés, tout simplement, donc, de l'assemblement. Alors, oui, Anta, il est 7h22. Vas-y, très rapidement, parce que dans la deuxième partie... Qu'est-ce que vous projetez de faire ou si vous faites quelque chose pour la baie de Rufisque? Pour la baie de Rufisque. La baie de Rufisque. Oui. La baie de Rufisque, en réalité, la baie de Rufisque, si on parle de baie de Rufisque, c'est de façon globale, hein, c'est comme la baie d'Anne. Effectivement. Voilà, donc là, je crois qu'il faut toujours penser que ce qui peut, en fait, mettre en exergue, c'est de façon intégrée. D'accord. De façon intégrée, nous avons évidemment l'ONAS, mais nous avons aussi les services de l'environnement. Parce qu'on parle tout simplement de gestion, de dépollution, etc. C'est ça. Mais nous avons aussi les populations, en termes d'associations. Les associations communautaires de base doivent jouer un grand rôle. Et parfois, dans certaines localités, on les voit s'activer, contribuer avec les municipalités pour vraiment essayer tout simplement, surtout dans le cadre tout simplement de la gestion donc, des ordures, des déchets. Et là, je crois que ça permet tout simplement d'aménager nos plages. Et à ce niveau-là aussi, je salue évidemment l'ouverture au niveau sectoriel. Donc avec l'UCG, nous sommes en train de travailler sur un protocole bien défini. Ça va nous permettre d'avoir un plan d'action commun pour pouvoir évidemment travailler ensemble. Comme on le fait avec les collectivités territoriales, mais avec aussi l'urbanisation parfois incontrôlée. Nous travaillons avec la direction générale de l'urbanisation, donc qui nous permet tout simplement de voir dans des zones où il faut corriger,
de faire la restructuration. Là aussi, cette restructuration-là, il faut qu'on aille ensemble avec tout simplement donc, la Direction générale de l'urbanisme. On aura d'autres questions pour vous dans la deuxième partie. Vous restez en plateau avec nous. On parlera notamment de l'extension de la station d'épuration de Cambérène. Ça aussi, c'est un projet très important. Le projet d'assainissement des 10 villes également. Il y a énormément de projets. On va revenir sur les contraintes, hein, si c'est lié justement au fait qu'il y ait beaucoup de projets, s'il faut fédérer et tout ça. On en reparlera dans la deuxième partie. Voici le clip du jour.